Vous voulez progresser et devenir meilleur sans faire d'erreur? Ok, écoutez bien la suite et laissez-moi vous expliquer pourquoi, selon moi, c'est pas forcément la meilleure façon de faire. Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast French with Jérôme, un podcast dédié à celles et ceux qui veulent améliorer leur compréhension orale du français. On est dimanche et comme d'habitude, c'est l'heure de l'épisode pour les apprenants de niveau intermédiaire et avancé. Et vu votre niveau, je me suis dit que je pouvais me permettre de parler un peu plus naturellement, histoire de vous challenger un peu. Donc aujourd'hui, pas de quartier, rapidité, efficacité, j'accélère et on va voir si vous arrivez à tout comprendre. J'ai appelé ce format d'épisode Café du jour, parce que c'est exactement le genre de discussion que je pourrais avoir avec vous autour d'un café, même si en vrai j'en bois pas. Et aujourd'hui, on va parler des erreurs et surtout de leur utilité dans un cadre bien précis, l'apprentissage des langues étrangères. Pour en parler, je vais m'appuyer sur mon histoire personnelle, sur mon parcours depuis mes années au collège et au lycée. Et avant de commencer, sachez que cet épisode est aussi disponible en vidéo. J'expérimente. On verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Chapitre 1. La peur et l'école. D'abord, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que, comme la plupart d'entre vous, moi aussi, j'ai peur de faire des erreurs. Et cette peur, elle m'a jamais vraiment quitté depuis que je suis enfant. Je pense que c'est une peur assez naturelle. Et surtout, je pense que c'est une peur qu'on apprend très tôt. Très tôt, on comprend que faire une erreur, c'est souvent mal vu, que ça peut faire rire les autres, que ça peut attirer des critiques. Donc évidemment, on fait tout pour éviter ça. Selon moi, cette peur est liée principalement à deux choses. La première, c'est le regard des autres, la peur d'être jugé, le besoin d'être approuvé, le besoin de montrer qu'on est compétent, qu'on sait ce qu'on fait. Perso, pendant mon enfance et mon adolescence, je faisais énormément attention à ce que les autres allaient penser si je faisais ou si je disais quelque chose. J'analysais tout, mes réponses, mes réactions, même mes silences. Par exemple, quand un prof posait une question devant toute la classe et que j'étais pas sûr de la réponse, ou pire, que je la connaissais pas, rien que d'imaginer que ma réponse puisse être fausse, je tremblais. Je me faisais déjà le film dans ma tête, les regards, les rires, le malaise. Du coup, je préférais me taire. Je faisais rien, je disais rien. Et intérieurement, je me rassurais en me disant que c'était sûrement la meilleure option. Se tromper devant les autres, pour moi, ça sonnait comme un aveu de faiblesse. Comme si je disais à tout le monde: «Eh, regardez, je sais pas. Regardez, je suis pas à la hauteur.» Et clairement, je voulais pas que ça arrive. La deuxième chose, c'est la fierté personnelle. Faire des erreurs devant les autres, c'est accepter de montrer qu'on n'est pas parfait. On a des limites, on est en train d'apprendre. Et pour les personnes dont la personnalité est plus ou moins guidée par l'ego, et j'en faisais clairement partie, c'est très difficile à accepter. Parce qu'on veut être bon tout de suite, on veut réussir du premier coup, on veut le résultat sans passer par le processus. Je me souviens qu'au collège déjà, ne pas répondre aux questions des profs me frustrait énormément. J'avais cette sensation bizarre, je savais que je pouvais apprendre, je savais que j'étais capable, mais je me bloquais tout seul. D'un côté, je voulais être bon, vraiment, mais de l'autre, ça me faisait chier de devoir passer par ce processus-là. Se tromper, corriger, recommencer, et surtout devoir encaisser des regards moqueurs, parfois même satisfaits, des camarades de classe. Alors je me taisais, je choisissais le silence. Et sur le moment, j'avais l'impression que c'était la meilleure façon d'éviter les problèmes. Mais avec le recul, je me rends compte que ça m'a surtout coûté très cher. J'ai perdu un temps précieux, un temps que j'aurais pu utiliser pour essayer, me tromper, comprendre et progresser beaucoup plus vite. Et le problème, c'est que cette peur, elle vient pas de nulle part. L'école, dans mon cas, a joué un rôle énorme là-dedans. Pour celles et ceux qui le savent pas, j'ai appris plusieurs langues dans ma vie. Mais officiellement, à l'école, je me suis surtout concentré sur trois langues en particulier: l'allemand, l'anglais et le chinois. J'ai commencé l'allemand quand j'avais 10 ans, l'anglais quand j'en avais 12. Le chinois, lui, est arrivé beaucoup plus tard dans un contexte complètement différent. Et ce que je vais dire maintenant ne ferait sûrement pas très plaisir aux profs que j'ai eus à l'époque, mais honnêtement, j'avais pas l'impression d'avoir affaire à des profs passionnés par l'enseignement des langues. Encore une fois, je parle de mon expérience à moi. Je sais très bien que ça se passe pas comme ça partout. Mais dans mon cas, c'était rarement encourageant. Certains faisaient le minimum, d'autres donnaient surtout l'impression d'être là par obligation, et parfois c'était même franchement démoralisant. Alors attention, je dis pas qu'ils étaient nuls, je dis juste qu'ils donnaient pas vraiment envie d'apprendre. Et quand t'apprends une langue, si t'as pas envie, si t'es pas en confiance, c'est déjà
très mal parti. Bon, pour leur défense, faut aussi dire que les collégiens et les lycéens sont pas toujours faciles à gérer. Et quand même, le résultat, c'est que l'ambiance en classe était rarement propice à l'apprentissage. Je sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais moi, j'ai toujours eu un gros problème avec le système éducatif français. Et c'était déjà le cas à l'époque où j'étais à l'école. Entre les profs qui arrivaient parfois en cours complètement bourrés, ceux qui étaient à bout de nerfs, à deux doigts de craquer, et ceux qui t'humiliaient devant toute la classe quand t'avais des mauvaises notes. Franchement, rien que d'y repenser, toute la nostalgie disparaît instantanément. Et le combo ultime, c'est quand t'as un prof qui t'humilie et des camarades de classe qui en rajoutent derrière. Les moqueries vont très vite à l'école, très très vite. Et clairement, ça encourage absolument pas le fait de faire des erreurs pour progresser, au contraire. À force, tu comprends une chose. Faire une erreur, c'est dangereux. Ça te met en difficulté, ça te met en position de faiblesse. Et en cours de langue, c'est encore pire. Parce que si on regarde les cours en eux-mêmes, en tout cas à l'époque où j'étais au collège et au lycée, ils étaient beaucoup trop centrés sur la théorie et sur l'écrit. La grammaire, les règles, les tableaux, mais très peu de vraies pratiques orales. Alors oui, j'exagère un peu quand je dis qu'il n'y en avait presque pas, mais honnêtement, on n'en faisait pas beaucoup. Et quand il y en avait, c'était presque toujours le moment le plus stressant du cours. Pourquoi? Parce que c'était là qu'il fallait parler. C'était là qu'on pouvait se tromper. Et donc, c'était là qu'il fallait s'attendre aux pires moqueries. Des camarades de classe, évidemment, mais parfois aussi des profs eux-mêmes. C'est là que je me suis dit une chose très simple. Si je voulais avancer, il fallait que je trouve une autre façon d'apprendre. Vu ma personnalité, vu ma façon de réagir à tout ça, une seule solution me semblait possible pour moi, être autodidacte. Chapitre 2. Internet, ma vraie salle de classe. Parce qu'en réalité, l'école, ça fait pas tout. Et pour moi, c'est Internet qui a tout déclenché. Je vous ai déjà raconté l'histoire du petit Jérôme et de sa toute première rencontre avec Internet? Non? Bon. Accrochez-vous parce que franchement, elle est pas mal. Je saurais pas vous dire l'année exacte, mais on devait être au milieu des années 2000. À l'école, de plus en plus de gens commençaient à se la raconter avec leur ordinateur, mais surtout avec ce qu'il y avait dedans. Internet. À l'époque, Internet c'était un truc presque magique, on en parlait comme d'un monde à part. On me parlait de MSN, de discussions en direct avec des gens à l'autre bout du monde, on me parlait de blogs, de sites perso, des paroles de chansons qu'on pouvait enfin trouver sans acheter le CD. Bref, moi j'étais à fond, complètement fasciné. Le problème c'est que chez moi, on n'avait rien de tout ça, même pas un PC. Donc forcément, plus j'en entendais parler, plus ça me rendait dingue. J'imaginais tout ce que je pourrais faire avec Internet sans y avoir accès. Et puis un jour, miracle. Après avoir gagné une somme d'argent qui, pour l'époque, était franchement pas mal, mes parents ont enfin pu acheter notre tout premier ordinateur. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez savoir comment j'ai gagné cet argent, je raconte toute l'histoire en bonus sur ma page Patreon. Sauf que voilà, l'excitation est redescendue assez vite. Parce qu'avoir un PC c'est bien, mais sans internet, c'était juste un gros objet qui faisait bip quand on l'allumait. Pas de connexion, pas de box, rien. Je passais donc mes journées à jouer au pinball de Windows, vous voyez très bien lequel, et à écrire des histoires sur Word. D'ailleurs, quand j'y repense, aujourd'hui, c'est déjà assez révélateur. Bref. Un peu plus tard, je dirais environ un an après, mes parents ont finalement décidé d'installer une box internet. Et là, c'était l'événement. Le problème, c'est qu'à l'époque, installer une box, ça voulait pas dire que ça marchait tout de suite. Il fallait attendre l'activation de la ligne. Et ce soir-là, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'étais devant l'ordinateur, en train de rafraîchir Google toutes les 5 minutes, en espérant que, par miracle, ça fonctionne enfin. Encore et encore et encore. Jusqu'au moment où mon père s'est levé pour aller travailler et m'a trouvé assis devant l'ordinateur. Résultat, puni. Interdiction de toucher au PC le lendemain. Et évidemment, ironie parfaite, c'est précisément ce jour-là que la connexion Internet est enfin passée. Toujours est-il qu'après cette punition, une fois que j'ai enfin pu retourner sur l'ordinateur, j'ai exploité Internet autant que possible pour étudier. Ouais, je sais, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Jouer, discuter, perdre du temps, mais non. Ce qui m'intéressait vraiment, à ce moment-là, c'était de comprendre. La toute première chose que j'ai faite, c'est travailler sur les paroles des chansons que j'adorais à l'époque. Alors là, je parle surtout des chansons du groupe allemand Rammstein, mais aussi de groupes américains comme Linkin Park, par exemple. À l'époque, j'écoutais ces chansons en boucle.
je connaissais les mélodies par cœur, les refrains aussi, mais au fond, je comprenais pas vraiment ce qu'il racontait. Donc, j'ai commencé à chercher les paroles sur internet. Je les recopiais à la main dans un cahier. Ouais, vraiment, à la main. Je laissais un espace entre chaque ligne, exprès. Et ensuite, avec un dictionnaire, pas Google Traduction ou DeepL, un vrai dictionnaire, je cherchais les mots que je comprenais pas un par un. C'était long, hein, parfois frustrant, mais en même temps, c'était hyper satisfaisant. Petit à petit, les phrases prenaient du sens, je comprenais enfin de quoi parlaient ces chansons que j'écoutais tous les jours. Franchement, ça change tout. Beaucoup de gens sous-estiment ce genre de travail, mais pour moi, ça a fait une énorme différence. Parce que quand tu comprends ce que disent les paroles, la chanson devient autre chose. Elle te parle vraiment et surtout, la langue cesse d'être un simple bruit en arrière-plan. À ce moment-là, sans m'en rendre compte, j'étais déjà en train d'apprendre une langue. Pas pour un contrôle, pas pour une note, juste par curiosité et par plaisir de comprendre. Évidemment, un peu plus tard, j'ai aussi découvert les séries, les films en version originale, d'abord avec des sous-titres en français, puis en anglais, et ensuite, petit à petit, sans sous-titres du tout. Et là, pour revenir au sujet de base, les erreurs, autant vous dire que j'en faisais un paquet. Des erreurs de compréhension, des erreurs de traduction, parfois je comprenais complètement de travers ce que je regardais, ça gâchait un peu certaines scènes, ça me perturbait, mais honnêtement, je m'en fichais. À partir du lycée, j'ai commencé à me détacher du regard des autres. Et surtout, je regardais les films et les séries seul. Je répétais les répliques seul, je parlais seul, je faisais tout seul. Donc personne pour me juger, personne pour se moquer, et surtout, aucune raison de me retenir. Je pouvais exagérer la prononciation, forcer l'accent, imiter les intonations, les attitudes, parfois même le comportement des personnages. Et c'est là que quelque chose a vraiment changé. Apprendre seul m'a libéré. Plus de pression, plus de peur. Et paradoxalement, c'est aussi là que j'ai commencé à faire les pires erreurs. Mais comme d'habitude, des erreurs utiles, des erreurs qui allaient me faire avancer encore plus vite. Chapitre 3. Le retour de la peur. Quand je suis arrivé à l'université en 2009, j'étais complètement paumé. Je savais pas du tout quoi faire de ma vie. J'avais bien quelque part dans un coin de ma tête l'idée de devenir traducteur, un rêve un peu flou, un peu secret. Mais très vite, j'ai compris que ça allait être beaucoup plus compliqué que prévu. J'étais arrivé à l'université en pensant que ça allait être super facile, que ça allait passer tout seul, que ce serait réglé en 2 temps, 3 mouvements. Et comme dans une autre histoire que je vous ai déjà racontée, je me suis pris le mur de la réalité en pleine face, à pleine vitesse. C'est aussi en 2009 que j'ai rencontré ma femme. À l'époque, elle venait d'arriver de Chine et son français était loin d'être aussi bon qu'aujourd'hui. Donc, naturellement, je l'aidais. Je corrigeais ses erreurs, je l'aidais à préparer ses examens, je la soutenais autant que possible. Tellement d'ailleurs que j'ai fini par mettre en péril ma première année de licence. Mais bizarrement, je regrette absolument pas ces choix-là. Parce qu'en réalité, ça m'a orienté vers une voie qui, avec le recul, était presque évidente. L'enseignement du français aux apprenants étrangers. Bah oui, en fait, tout était là. J'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours adoré la France et la langue française. J'ai toujours voulu m'ouvrir davantage sur le monde. C'était le combo parfait. C'était le boulot idéal. Alors j'ai continué à l'aider. Et même si je faisais de mon mieux, évidemment, je faisais des erreurs. J'expliquais mal certaines choses, je cherchais mes mots, et je prononçais le français avec mon magnifique accent du Nord. Mais à ce moment-là, ça me bloquait pas tant que ça. Puis, en 2012, sur les encouragements de ma femme, j'ai commencé à enseigner en ligne. D'abord comme tuteur. Et là, pour être honnête, c'était assez horrible. Toutes mes peurs sont revenues d'un coup. Je savais pas comment me comporter devant une caméra. Je savais pas comment structurer un cours. Et surtout, je savais pas du tout comment enseigner correctement. Donc forcément, j'avais peur de faire des erreurs, peur de dire n'importe quoi, peur de manquer de crédibilité. Parce que oui, j'avais aidé ma femme à améliorer son français, certes. Je corrigeais ses erreurs au quotidien, certes. Mais est-ce que ça voulait dire que j'étais capable d'aider des inconnus venus du monde entier? Franchement, j'en étais pas sûr du tout. À mes débuts, j'avais tellement peur de mal faire, de mal enseigner ou de transmettre de mauvaises informations que je refusais des cours. Ouais, je refusais des cours. Et toutes ces peurs étaient encore renforcées par un autre détail. À l'époque, mon anglais était vraiment nul. Du moins, c'est ce que je croyais.
Résultat, en refusant ces cours, j'ai raté énormément d'opportunités. Des opportunités d'apprendre, des opportunités de progresser, et surtout des opportunités d'aider beaucoup de gens. Avec le recul, je suis même sûr que mon anglais n'était pas si mauvais que ça. Et vous voyez exactement de quoi je parle. Quand une peur s'installe, quand elle prend trop de place, c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser. Chapitre 4. Maturité. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais après avoir refusé autant de demandes de cours, après avoir dit non à toutes ces personnes qui voulaient simplement améliorer leur français, j'ai eu un déclic. Une vraie prise de conscience. J'en avais plein le dos. Plein le dos de refuser des cours, plein le dos de me dévaloriser, de me répéter que j'étais pas à la hauteur, et surtout, plein le dos de stagner, de rester bloqué au même point. À un moment, je me suis rendu compte d'un truc très simple, je voulais aider, même si ça impliquait de faire des erreurs. Je me suis dit que je m'améliorerais avec le temps, que ça prendrait le temps qu'il faudrait et que c'était normal. Et là, ça va peut-être paraître un peu cliché, mais je me suis approprié une phrase anglaise que vous connaissez sûrement, « Fake it until you make it ». En gros, fais de ton mieux même si t'as pas encore toutes les réponses. Alors, je me suis fait une promesse, une vraie promesse. Ne plus jamais refuser de demande de cours. Bon, sauf exception évidente, bien sûr. Mais globalement, arrêtez de fuir. C'était un contrat avec moi-même, une façon de sortir enfin de ma zone de confort. Et puis, j'ai commencé à relativiser. Je me suis dit, au pire, je vais parler avec des anglophones débutants en français. Donc forcément, je vais parler anglais. Et même si je fais des erreurs, bah tant mieux. Ça me fera progresser aussi. C'était décidé, je voulais prendre des risques. Quitte à me tromper. En parallèle de ça, après avoir validé ma licence de langue étrangère appliquée, j'ai aussi obtenu une maîtrise de français langue étrangère. Et alors là, je te le donne en mille. Pendant mes études, j'ai fait énormément d'erreurs. Pendant mes stages, j'ai fait des erreurs. Pendant mes examens, j'ai fait des erreurs. Et pourtant, au final, j'ai obtenu une mention bien aux examens finaux. Mes résultats étaient franchement bons. Et je peux vous le dire sans hésiter, sans toutes ces erreurs, mes résultats auraient été très différents. Beaucoup moins bons. Aujourd'hui, en 2026, où est-ce que j'en suis? Eh bien, j'ai aidé pratiquement 1 millier d'étudiants, partout dans le monde, à apprendre et à améliorer leur français. J'ai aidé des centaines de personnes à préparer des examens pour étudier ou travailler en France. Et évidemment, j'ai fait énormément d'erreurs. Parce que c'est normal. Parce que je suis humain. Parce que j'ai pas la science infuse. Et quand je fais une erreur, ou quand je sais pas quelque chose, je continue d'apprendre. Et franchement, c'est très bien comme ça. Chapitre 5. C'est beau, les erreurs. Bon, là je vais te parler directement comme si on était en face à face. Tu vois que mon parcours a été, et est toujours, rempli d'embûches. Bien sûr que je continue de faire des erreurs. Parfois, on peut rien y faire. Et dans ces cas-là, il faut faire avec. Mais ces erreurs-là, ce sont aussi des opportunités d'apprendre. Et il faut les saisir. Alors si tu apprends le français, ou n'importe quelle autre langue, j'aimerais vraiment que tu quittes cet épisode avec ça en tête. Si tu fais des erreurs, c'est parfait. Vas-y petit à petit, n'essaie pas de sortir de ta zone de confort trop vite. Apprécie les retours constructifs que tes amis ou tes profs te donnent. Un jour, ton français sera tellement bon que toutes ces erreurs ne seront plus qu'un lointain souvenir. Beaucoup d'entre vous se plaignent de leur accent. Oui, c'est vrai, la prononciation c'est important. Mais n'oublie jamais une chose. Beaucoup d'accents sont très agréables à entendre. Perso, j'adore les accents chinois, évidemment. Mais en réalité, la plupart des accents sont beaux. Regarde. I can speak English like this and try really hard to avoid having an accent. But I can also speak like this, maybe it sounds weird, maybe I make mistakes and it's okay. Et puis n'oublie pas autre chose, beaucoup de Français font énormément d'erreurs quand ils parlent et quand ils écrivent. Honnêtement, il est même très probable que tu fasses moins d'erreurs que beaucoup de Français natifs. Bref, c'est tout pour ce café du jour consacré à l'importance des erreurs. C'est un format que j'avais envie de proposer sur le podcast et j'espère sincèrement que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like sur ta plateforme d'écoute préférée et n'hésite pas non plus à soutenir le podcast sur Patreon. Tu auras accès aux transcriptions, au vocabulaire essentiel de chaque épisode, à des exercices et à des épisodes bonus. D'ailleurs, comme promis, j'y raconterai comment j'ai gagné la somme d'argent qui nous a permis d'acheter notre premier ordinateur. En attendant le prochain épisode, continue d'apprendre, continue de parler et surtout, si tu fais des erreurs, félicitations, ça veut dire que tu progresses. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. C'était Jérôme. Salut.